vous êtes un groupe armé en Ituri, vous êtes un groupe armé au Katanga, vous êtes un groupe armé au Kasaï, ou vous êtes un groupe armé qui n'est pas le M23, vous ne vous sentez pas engagé. Est-ce que le président de l'Ouganda, est-ce que le président du Burundi, est-ce que le président du Soudan du Sud, ou est-ce que le président de la République centrafricaine se sent engagé par cet accord qui impacte sur la sécurité? Non, puisqu'il s'agit d'un accord entre le Rwanda, la RDC, sous égide américain, sans évoquer directement le M23. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Africa Actu numéro 29, toujours sur Global Africa Télé Sud, et toujours avec notre compère préféré, Monsieur Emmanuel Dupuis. Bonjour Alfred. Bonjour Emmanuel. Bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs. Il faut les saluer. Il est sympa Emmanuel. Président de l'IPSE, l'Institut de prospective et sécurité en Europe, mais toujours avec un œil très perçant sur l'Afrique. Voilà. Regard au loin. Alors du coup, pour l'Afrique, on va aller à Washington, chez M. Trump. Vendredi 27, sous son égide, a été signé un accord de paix, ce qu'on appelle déjà l'accord de Washington, entre la RDC et le Rwanda. Alors Emmanuel, on ne va pas trop développer parce qu'après nous recevons un sénateur congolais, on a prévu beaucoup de questions pour lui, mais quand même, vu votre statut dans cette émission, il est obligatoire que vous répondiez. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Parce que moi je trouve, première approche, très drôle, qu'il y a un accord de paix avec un pays, le Rwanda, qui a toujours prétendu ne pas être en guerre, et deuxièmement, où les milices ne sont pas citées. Alors ce que on pourrait dire sur cet accord, premièrement, c'est qu'il existe et qu'il faut s'en féliciter. Et qu'après maintenant 7 mois de combat autour de Goma, puis ensuite autour de Bukavu, la pénétration des forces rwandaises depuis février a malheureusement mis à mal la souveraineté territoriale du Congo dans la province du Sud Kivu, puis du Nord Kivu, et désormais aussi de l'Ituri, avec évidemment une désolation, des morts qui viennent s'agglomérer aux quelques 10 millions de morts, tel que Human Rights Watch le dit, depuis une trentaine d'années dans cette région du monde. On pourrait comme ça faire une litanie de chiffres, tous désespérants, les 25 millions de personnes déplacées, 40% par exemple de la population du Sud Kivu a été obligée de quitter ses foyers depuis l'offensive du M23, suppléé par les forces armées rwandaises. Tout ça est documenté officiellement, donc ce ne sont pas des supputations. Alors il y a un accord de paix, donc il faut s'en réjouir. Un accord de paix qui finalement a été très rapide, puisque la première négociation remonte au 25 avril et la signature à Washington a eu lieu le 27 juin. Donc 3 mois de négociation. Dans une logique, si on veut être le plus optimiste possible, de parfaite intégration entre tous les processus de négociation. Négociation africaine, la médiation africaine confiée au président du Togo, Faure Gnassingbé, avec les anciens présidents et présidentes d'Éthiopie, président de transition de Centrafrique, ancien président du Kenya, ancien président du Botswana, et l'ancienne présidente d'Éthiopie. Certes, ce processus existait. Enfin, l'accord n'a pas été signé à Addis Abeba, ou à Lomé, ou à Brazzaville, à Kinshasa, ou à Kigali, mais a bien été signé à Washington. Ensuite, il y avait toute une kyrielle de mobilisation médiatique périphérique au continent africain. Alors il faut s'en désoler, mais en même temps tenir compte de cette réalité. La négociation a été accélérée parce que l'émir du Qatar a pris sur lui de négocier plutôt en faveur de Kigali, eu égard aux relations diplomatiques, économiques et militaires qui existent entre le Qatar et le Rwanda. Donc un processus holistique dans lequel il y a une forme d'agglomération entre le processus de l'Union africaine. Holistique, vous avez... Global, complémentaire, mais enfin qui dit bien ce qu'il veut dire, que ce processus est dans une continuité. Donc c'est un accord de cessation des hostilités, de cesser le feu, mais ça ne règle pas le problème. Oui. Ça ne règle qu'une partie du problème, pour plusieurs raisons. Et c'est là où je réponds scrupuleusement à votre demande. Premièrement, tous les belligérants n'en sont pas.
Là, on a eu à Washington le ministre des Affaires étrangères de la RDC, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, sous facilitation de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Il n'y a pas eu encore la signature avec le quatrième belligérant, le troisième belligérant, le quatrième acteur, que sont les groupes armés. Ceux précisément qui doivent quitter les quelques 15 à 20% de territoire congolais qu'ils ont conquis militairement en appui avec les forces rwandaises. On parle bien sûr du M23 et de sa déclinaison politique de l'Alliance du fleuve Congo, ce qu'on appelle l'AFC, l'Alliance du fleuve Congo étant la partie politique du mouvement du M23 dirigé par Kami Nanga, l'ancien président de la conférence électorale indépendante en 2018. Bref, pour l'instant, les groupes armés sont évoqués, mais ne sont pas associés, ne sont pas implicitement impliqués. Donc ça, c'est le premier écueil. Ensuite, le deuxième écueil, c'est que cet accord est un accord bicéphale, un accord sécuritaire visant à désarmer les groupes armés, mais avec un préalable qui me semble un peu spécieux, si vous m'autorisez l'expression. Je lis l'accord que j'ai ici sous les yeux, où il est précisé que comme préalable à tout début de négociation, il fallait désarmer non seulement le M23, mais l'autre mouvement réclamé par le Rwanda, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, le FDLR, dont on ne sait pas vraiment, depuis le génocide de 1994, quel est son état militaire. En fait, il s'agit des anciens génocidaires hutus qui ont fui le Rwanda après la victoire politique et la prise en main du pays par le Front populaire du Rwanda, le Front patriotique du Rwanda, le FPR, dirigé à l'époque par le président Paul Kagame. Donc ça, c'est un préalable qui est un peu compliqué à avaler, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'il contrevient à deux résolutions onusiennes où il était précisé, je ne vais pas vous asséner de chiffres ou de réalités, mais la résolution 2765 du 20 décembre 2024 et surtout la résolution 2773 du 21 février 2025 disent la même chose, la fin des combats, l'arrêt immédiat des violences perpétrées à l'Est de la République démocratique du Congo et le départ des troupes rwandaises qui occupent le territoire de la RDC. La résolution 2765, c'est le retrait des troupes étrangères. Excusez-moi, il n'est pas précisé Rwanda, il est précisé retrait des troupes étrangères, vraisemblablement celles du pays voisin, et l'arrêt immédiat des violences perpétuées. Et donc l'accord semble finalement remettre cela un peu, en marginaliser un peu cette dimension. Et ça pose un problème. Deuxième élément, c'est la dimension économique. C'est surtout ça ce dont il s'agit dans cet accord. Cet accord économique qui est en trois volets. Le renforcement de la coopération bilatérale. Et ça, c'est une bonne chose. Ça nous ramène à ce qui existait en 1976, la communauté économique des pays du Grand Lac, qui regroupait, depuis septembre 1976, le Burundi, le Rwanda et la RDC, dans une logique d'intégration régionale, donc autour donc de part et d'autre des frontières. Premier élément, donc, une coopération bilatérale mutuellement bénéfique. Il s'agit de mutualiser la gestion des parcs naturels. La biodiversité est un élément prégnant et fort qui regroupe de manière mutuellement bénéficiaire, évidemment, à la fois le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la République démocratique du Congo, qui est, avec le fleuve Congo, un élément prégnant de cette méga biodiversité dont nous aurons besoin à l'horizon 2050 visant à la neutralité carbone. De ce point de vue, à partir du moment où le Rwanda et la RDC se mettent d'accord pour exploiter en commun leurs richesses halieutiques, leurs richesses forestières, mettre en commun le développement donc de capacités d'hydroélectricité, de sécurisation de la chaîne d'approvisionnement des minéraux, ça c'est intéressant, donc de la mine jusqu'aux minéraux transformés, jusqu'à la transformation des minéraux, et donc la gestion des parcs naturels, je l'ai déjà évoqué, on va dans le bon sens. Le deuxième et le troisième point sont un peu plus compliqués. Intégration régionale, j'ai évoqué la communauté politique, économique
des Grands Lacs depuis septembre 1976. Or, existe une autre organisation, la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, qui regroupe l'ensemble des pays de la région, non seulement le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo, mais également le Kenya, paradoxalement l'Angola, qui ne fait pas partie de la région des Grands Lacs, mais par son caractère mitoyen et la proximité avec le Katanga, a un destin commun, ou en tout cas participe du désenclavement d'une partie donc du sud-est et de l'est de la République démocratique du Congo, remet en avant une organisation qui n'a pas réussi à aboutir à une paix entre les deux belligérants. Et le troisième point, et j'en arrêterai là parce que je ne voudrais pas déflorer ce que veut dire mon camarade, le sénateur Aristide donc du Sud Kivu, un intérêt non pas mutuellement bénéfique, mais un intérêt bénéfique pour les États-Unis. Car il s'agit d'une coopération économique dont les États-Unis veulent bénéficier avec un certain nombre de mines, de minerais critiques ou pas. Il s'agit aussi de l'or, il s'agit aussi de la forêt, de l'exploitation de la forêt, il s'agit aussi bien sûr du coltan, il s'agit aussi du cobalt, mais pas seulement, bref, un secteur minier dans lequel les États-Unis veulent en gros gager l'accord de paix à raison de 50-50. Donc on voit bien qu'on a d'un côté, je résumerai le propos ainsi, un accord de début de négociation qui n'est que le début d'un processus, mais que certains voudraient voir comme la finalité. Plus besoin de travailler, l'accord est là. Il est entre guillemets garanti par les Américains, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Deuxième élément, un accord qui est plutôt bénéficiaire pour le Rwanda, car in fine, il n'est pas accusé d'avoir agressé le pays voisin. Il n'y a pas de dimension de justice, il n'y a pas de dimension de réparation, il n'est pas fait question donc de la responsabilité des uns et des autres, au moins dans les crises récentes. Et puis le troisième point, un accord dont le prix, au sens littéral du terme, sera plutôt moins bénéficiaire à la République démocratique du Congo que le Rwanda. Ce qui fait dire à certains Congolais que c'est beaucoup de compromis pour, in fine, ne pas avoir à dénoncer ce que, théoriquement, la communauté internationale aurait dû faire aussi vertement qu'elle l'a fait sur l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il y a un pays agressé, un pays agresseur, que ça fait 30 ans que la RDC et ses voisins sont dans une logique conflictuelle. Et puis, dernier point, l'accord parle d'un groupe armé, de deux groupes armés. Un groupe armé de Rwandais, entre guillemets, prétendument soutenu par la République démocratique du Congo, puis un groupe armé de Congolais, plutôt proche de Kigali, qui du coup réinvestissent le champ du Sud Kivu. C'est faire abstraction des quelques 150 ou 200 autres groupes armés qui ne sont pas mentionnés dans l'accord. Si vous m'autorisez cette expression et cette comparaison, et j'en terminerai là, quand il s'est agi de penser la paix au Sahel, on a pensé que l'accord d'Alger, en mai 2015, allait tout résoudre. Sauf que c'était oublié que l'accord d'Alger concernait le gouvernement central de Bamako, quelques groupes irrédentistes touaregs du Nord, mais pas tous, et qu'on a fait la paix avec ceux-là et pas les autres, qui ne se sont pas sentis impliqués. Vous êtes un groupe armé en Ituri, vous êtes un groupe armé au Katanga, vous êtes un groupe armé au Kasaï, ou vous êtes un groupe armé qui n'est pas le M23, vous ne vous sentez pas engagé. Est-ce que le président de l'Ouganda, est-ce que le président du Burundi, est-ce que le président du Soudan du Sud, ou est-ce que le président de la République centrafricaine se sentent engagés par cet accord qui impacte sur la sécurité? Non, puisqu'il s'agit d'un accord entre le Rwanda, la RDC, sous égide américain, sans évoquer directement le M23. Emmanuel, mais le sénateur Aristide en parlera bien mieux que moi. On a quand même fait déjà 14 minutes, mais je vais vous relancer. Mais c'est un sujet important parce qu'il est déterminant de la stabilité sous-régionale. Tout à fait. Je voudrais que vous disiez un mot quand même du comité des justes du Congo, dont au mois de mai vous avez été l'un des promoteurs ici à Paris, et dont nous sommes d'ailleurs tous les deux co-signataires. Et notamment co-signataire aussi d'une tribune qui est parue dans le Figaro il y a quelques jours. Voilà. Et dans ces contextes nouveaux
d'accord de paix, entre guillemets, le problème des exactions de toutes sortes qui ont été commises, il reste posé. Ça ne change rien. Dans les 6 points de l'accord de Washington, il n'est pas fait objet de cela. Voilà. Pour une raison simple, Un truc bizarre. c'est que les États-Unis, n'étant pas signataires de la CPI, ils n'avaient aucun intérêt à dire que la justice internationale ou que la justice régionale, après tout, on aurait pu penser qu'il faille un tribunal pénal international sur la RDC, comme on en a eu sur le Rwanda, mais il ne s'agit pas, évidemment, de comparer ce qui n'est pas comparable. Il ne s'agit pas d'un génocide. Enfin bon, on est quand même dans une situation où la CPI le dit, les documente. Il y a des photos. Depuis 30 ans, déjà les photos, mais depuis 30 ans, Human Rights Watch le confirme. On est dans une logique, je ne dirais pas génocidaire, dans une logique de guerre contre l'humanité, de crimes de guerre, certains disent de crimes de génocide, qui a occasionné 10 millions de morts. C'est déjà assez hallucinant que la communauté internationale ne se soit pas mobilisée bien avant la prise de Goma et la prise de Bukavu en février dernier. Juste pour finir là-dessus, je suis allé voir le site lesjustesducongo.org. Les manifestes des Justes du Congo.org, vous avez raison de me mentionner, car les gens concernés peuvent signer la pétition. Voilà, c'est une bonne chose. Et en plus, il y a des photos de charniers, carrément. Donc, on ne peut pas nier la réalité des choses.